Les caractères latins finissent toujours par être problématiques en informatique. Parmi eux, les accents sont les plus redoutés. Les anglo-saxons ne les exploitent pas dans leur langue et langage. Ces accents sont par exemple proscrits dans les adresses mail et les URL de sites web. Ils posent aussi souvent des soucis d'encodage aux développeurs. Dans cette formation, nous apportons la solution pour les débusquer tous à l'aide d'une seule formule. Et illustration, à l'aide de ce petit formulaire d'inscription, je propose de remplacer l'adresse mail existante par a priori strictement la même, mais cette fois avec un accent. Le contrôle est effectué jusque-là sur la présence de l'arrobas, une certaine longueur et la présence du point. Constatez à validation effectivement que ce mail est jugé comme non conforme alors qu'il ressemble au précédent, et tout simplement parce qu'un accent est détecté dans la chaîne. Donc nous n'avons d'autre choix que d'annuler la saisie. Pour la mise en place de cette solution, nous proposons de réceptionner un classeur offrant des données adaptées. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Deux feuilles sont présentes, nommées respectivement client et formulaire. La feuille client, comme vous pouvez le voir, héberge une base de données des clients de l'entreprise. Ils peuvent accéder à leur compte par le biais d'une adresse mail rattachée à la société qui leur est offerte. Cette adresse est construite par concaténation du nom et du prénom selon la formule que vous pouvez consulter depuis la barre de formule après avoir sélectionné bien entendu l'une de ces cellules. Mais comme vous l'avez constaté, le souci provient des accents émanant du nom ou du prénom. Ils ne sont pas gérés dans cette formule. Nous avions d'ailleurs appris à exploiter la fonction substitut par imbrication afin de les neutraliser tous. Ici, l'idée consiste à repérer ces anomalies par mise en forme conditionnelle. La syntaxe de sa règle sera forcément particulière. Une seule formule doit être en mesure de passer en revue chacun des caractères. Et seuls les calculs matriciels sont capables de réaliser des traitements récursifs assimilés. La deuxième feuille, donc formulaire, héberge tout simplement le petit formulaire d'inscription que nous avons exploité pour la démonstration, que nous avions développé à l'occasion d'une formation. Des contrôles de validité sont en vigueur sur chacun des champs. La soumission n'est autorisée que lorsque toutes les saisies sont jugées conformes. Par exemple, un code postal est nécessairement composé de 5 chiffres, tandis qu'un numéro de téléphone doit offrir 10 chiffres. Je vous propose de resélectionner cette fameuse cellule E15, celle du mail, pour effectuer une petite remarque. Ensuite, en haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et puis, dans la section Outils de données de ce ruban, je vous invite à cliquer sur le bouton Validation des données et d'accéder, s'il n'est pas actif par défaut, à son onglet Options. L'adresse mail doit nécessairement proposer un point et le symbole de l'arrobase. C'est entre autres ce que contrôle cette règle de validité en vigueur sur ce champ grâce à la fonction cherche, comme vous le remarquez, et puis nous exploitons aussi la fonction nbcar pour nous assurer que la longueur est suffisante. Mais à aucun moment elle ne vérifie si des accents sont insérés par mégarde. Ce contrôle doit donc être renforcé. Je vous propose de cliquer sur le bouton Annuler, par exemple, pour revenir sur le formulaire. Et maintenant que la problématique est posée, il s'agit d'avancer la solution à ces mots. Dans une chaîne de texte, la position des caractères latins potentiels n'est pas connue à l'avance. De plus, la nature de l'accent lui-même, s'il existe, ne peut être anticipée. Nous n'avons donc d'autre solution que de passer en revue l'ensemble des caractères composant la chaîne. Et si l'un d'entre eux est détecté, il faut le faire savoir. La fonction Excel cherche est nécessaire, mais elle ne permet d'effectuer la recherche que d'un seul accent à la fois. Comme ils sont nombreux, les imbrications nécessaires compliqueraient fortement la syntaxe. C'est pourquoi nous proposons de lui imbriquer la fonction Excel stxt dans une logique de calcul matriciel. Sur une longueur à définir en troisième paramètre, elle permet d'extraire un fragment de la chaîne à passer en premier paramètre à partir d'une position de départ à fixer en deuxième paramètre. Pour analyser chaque caractère indépendamment, la longueur doit être fixée à un caractère. C'est la position de départ qui doit varier de façon récursive incrémentée, de manière à les passer tous en revue, du premier au dernier. Et bien pour procéder, je vous propose de revenir sur la feuille client et de sélectionner la plage qui nous intéresse, celle des mails, puisque certains ne sont pas conformes, soit la plage de cellules H3 à H41. Et puis, nous allons revenir sur notre ruban accueil en cliquant sur notre onglet et ensuite, dans la section style, nous allons cliquer sur notre bouton mise en forme conditionnelle et comme il s'agit d'une règle à bâtir tout à fait spécifique,
En bas des propositions, nous choisissons l'option « Nouvelle règle » et bien entendu dans la boîte de dialogue qui se propose. Ensuite, nous sélectionnons le type « Utiliser une formule » et dans l'enchaînement, nous cliquons dans la zone de saisie juste en dessous pour l'activer. Dès lors, nous initions la syntaxe de la règle avec le symbole égal et puis nous allons exploiter notre fonction matricielle pour la somme. Alors autant pour moi, j'ai malencontreusement cliqué sur une autre touche du clavier, donc somme prod suivi de 2 parenthèses pour pouvoir accueillir effectivement ce traitement récursif. Il ne s'agit pas d'analyser les cellules de 2 matrices ligne à ligne, comme nous en avons l'habitude, mais de décliner ce principe pour analyser chaque caractère de chaque cellule. Ensuite, nous allons sélectionner le premier mail en cliquant sur la cellule H3, cela va de soi que nous allons nous empresser de défiger en enfonçant 3 fois de suite la touche F4 du clavier. De fait, les 2 $ disparaissent. Chaque mail doit être scruté, donc la cellule étudiée doit se déplacer en même temps que l'analyse de la mise en forme conditionnelle progresse sur les lignes du dessous. Pour ce premier critère, de cette première condition conditionnelle, nous allons taper l'inégalité suivante, différent de guillemets. La première condition posée sur cette première matrice assimilée doit réaliser l'étude dans la mesure où la cellule possède effectivement un contenu. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la première condition matricielle et puis taper le symbole de l'étoile suivi d'une parenthèse ouvrante. C'est ainsi, dans une syntaxe particulière que nous avons déjà apprise, que nous allons pouvoir recouper une seconde condition matricielle. Dès lors, nous allons exploiter notre fonction de test d'erreur, notre fonction logique qui se nomme etError, nous la tapons donc suivie d'une parenthèse ouvrante. Selon l'information retournée, vrai ou faux, nous saurons si la présence d'accent a été décelée grâce à l'imbrication des autres fonctions qui va entrer en jeu, puisque nous devons rechercher cette présence donc grâce à la fonction cherche. Comme nous le disions, nous ouvrons nécessairement une parenthèse, et pour pouvoir scruter chacun de ces caractères, il faut découper la chaîne, donc nous exploitons dans l'enchaînement la fonction stxt, elle aussi suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous sélectionnons ensuite le premier mail à découper, donc une fois encore la cellule H3 bien entendu, et que nous allons totalement défiger comme précédemment grâce à la touche F4 du clavier. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du point de départ pour la découpe de cette chaîne. Et nous allons saisir ensuite la fonction donnant la ligne d'une référence. Il s'agit, comme vous le savez, de la fonction ligne suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous avons besoin pour interpréter ces coordonnées, d'utiliser la fonction d'interprétation qui se nomme, je vous le rappelle, indirect. Nous allons revenir sur ces notions et sur ces explications indirectes suivies d'une parenthèse donc. Et puis, nous allons taper une syntaxe particulière, 1, 2 points, semblable à celle des coordonnées d'une plage de cellules. 1, 2 points, donc entre guillemets, entre double cotes, que nous allons concaténer une partie statique sur l'ensemble des caractères contenus dans cette cellule pour les mails en cours, à savoir la cellule H3 que nous sélectionnons et défigeons de nouveau, et comme précédemment, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction NBK. Cette notation permet de simuler une plage de cellules sur la longueur des caractères contenus dans l'adresse mail. Comme elle est inscrite dans un calcul matriciel, celui-ci évaluera chacun des indices retournés par la fonction ligne. Il en résulte un point de départ qui progresse d'un caractère à chaque passage pour l'analyse du mail. Je vous invite désormais à fermer la parenthèse de la fonction indirecte, puis à fermer la parenthèse de la fonction ligne. De fait, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la longueur à prélever. Comme nous le disions, nous souhaitons à chaque fois analyser les caractères tour à tour, donc nous tapons le chiffre 1. Dans ce raisonnement matriciel récursif, à chaque progression dans la chaîne, nous prélevons un seul de ces caractères. L'objectif, une fois restitué à la fonction cherche, est de détecter s'il s'agit de l'un des accents référencés. Nous pouvons désormais donc fermer la parenthèse de la fonction stxt, et puis taper un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de recherche. Et il s'agit de construire une chaîne qui référence en quelque sorte tous les accents,
entre guillemets bien sûr, donc le E accent aigu, le E accent grave par exemple, le E avec le chapeau, on pourrait tiens au milieu ajouter un espace, car les espaces sont proscrits dans la construction des adresses mail comme des URL de sites web, le I avec un chapeau, lui aussi, le A accent grave, nous pourrions ajouter le U accent grave, etc., etc. Je ne vais pas m'étaler sur cette énumération, il faudrait prendre le temps car il y en a encore d'autres. Bref, à l'issue, nous fermons les guillemets, puisque nous avons terminé, en tout cas pour cette démonstration, l'énumération des accents recensés. Nous en avons donc de même profité pour glisser un espace, comme nous le disions. Pour chaque caractère du mail étudié par le calcul matriciel, la recherche de correspondance sera effectuée dans cette chaîne statique. S'il est trouvé, la fonction est-erreur renverra faux. En conséquence, nous saurons que le mail attribué est erroné puisqu'il porte au moins un accent. C'est dans le cas contraire, vrai effectivement lorsque la recherche est infructueuse, que nous ne pourrons pas conclure que des accents sont présents. Est-erreur égale vrai. Je vous propose donc de fermer la parenthèse de la fonction cherche et de fermer la parenthèse de la fonction est-erreur et de taper, comme nous le disions, l'égalité suivante. Est-ce que ce calcul ne conduit pas à une erreur? Est-ce que la recherche d'accent est effective? De fait, nous pouvons désormais fermer la parenthèse de la seconde condition matricielle et puis fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. La syntaxe de cette règle pour déceler la présence d'accent est donc relativement complexe puisqu'elle engage un raisonnement matriciel, mais une fois qu'elle existe, nous pouvons l'exploiter à grande échelle. Si cette règle est satisfaite, donc si un accent est trouvé, la cellule du mail correspondant doit ressortir dynamiquement et de façon évidente. Donc je vous propose de cliquer sur le bouton Format et dans la boîte de dialogue qui suit d'activer l'onglet Remplissage, et pour que ce soit suffisamment explicite, de choisir dans la palette de couleurs par exemple un rouge foncé, et puis d'activer l'onglet Police pour choisir une couleur de texte qui ressorte suffisamment avec un gris clair par exemple, attribut de format que nous validons avec le bouton OK. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue et nous pouvons visualiser l'apparence que revêtira et vraisemblablement chaque cellule portant des accents. Qu'en est-il en validant la création de cette règle de mise en forme conditionnelle? Comme vous le voyez, de retour sur la base de données, tous les mails non conformes sont dynamiquement repérés, ce qui n'était pas si évident que cela à l'œil nu, en tout cas lors d'une première lecture transversale. Et si vous ajoutez un accent ou un espace dans l'un des noms, nous pourrions par exemple ici mettre un accent grave, même si ça ne paraît pas très logique, à validation, remarquez que la construction va exploiter cet accent et que notre règle instantanément va repérer ce mail comme non conforme, donc elle est tout à fait fonctionnelle. Il s'agit donc d'une solution fort précieuse pour entreprendre des travaux de nettoyage sur les bases de données. Désormais, nous pouvons exploiter ces acquis pour contrôler la saisie des utilisateurs dans les formulaires, comme nous l'avons démontré en exemple de cette formation. Et je vous propose, pour ce faire, tout d'abord, de passer par le bouton mise en forme conditionnelle, de choisir cette fois la commande « Gérer les règles », puis alors, autant pour moi, vous voyez, j'ai omis de sélectionner l'une des cellules concernées préalablement, c'est impératif bien sûr, sinon la règle n'est pas rappelée lorsque nous passons par la commande gérer les règles. De fait, nous pouvons effectivement sélectionner la règle. L'objectif, comme je vous le disais, est de pouvoir prélever cette syntaxe intégrale sans le symbole égal, car nous devons l'exploiter pour les besoins de notre contrôle de validité, suite à quoi nous pouvons effectivement revenir sur notre feuille. Ensuite, je vous invite à cliquer sur l'onglet formulaire pour revenir sur sa feuille. Nous l'avons donc constaté en début de formation, une règle de validité multicritère existe pour contrôler la conformité de la saisie du mail en cellule E15. Il doit nécessairement proposer un point, une arrobase, ainsi qu'une certaine longueur. Nous devons maintenant lui ajouter la condition matricielle, scrutant la présence d'accent prohibé. C'est pourquoi, tout d'abord, je vous invite à sélectionner cette cellule E15, et en haut de la fenêtre Excel, à cliquer sur l'onglet Données pour activer son ruban, et comme tout à l'heure, nous allons dans la section Outils de données cliquer sur le bouton Validation des données. Et dans la zone de saisie de la règle de validité, donc à la fin de cette syntaxe qu'il faut repousser, donc du dernier critère, avant la parenthèse
fermante de la fonction et pour l'énumération, nous allons commencer par taper un point-virgule et coller cette syntaxe que nous avons précédemment copiée. Alors après, le déplacement dans cette zone, effectivement, n'est pas forcément très confortable, voyez-vous. Il serait même plus opportun, et je crois que c'est ce que je vais faire, de passer par le bloc-notes, voyez-vous, parce que sinon je vais m'embêter, c'est ce que j'avais fait d'ailleurs dans la mise en place de cette formation, ou même, tiens, je pourrais directement passer par une cellule de la feuille temporaire, nous reviendrons dans notre règle, préfixée d'une apostrophe, comme vous le savez, puisque l'apostrophe permet d'ignorer tout ce qui suit pour ne pas être interprété. Et donc, il s'agit d'adapter ce calcul matriciel que nous sommes en train de greffer dans l'énumération des contraintes pour notre règle de validité, sauf que, effectivement, il ne porte plus sur la cellule H3, mais bien sûr la cellule E15, celle de notre mail. Donc, eh bien, à chaque fois que la cellule H3 est impliquée, nous allons la remplacer par celle qui est effectivement impliquée, donc la cellule E15, à 3 reprises dans la fonction SUMPROD pour la première condition matricielle, dans la fonction STXT et dans la fonction NBCAR. Il est nécessaire cette fois eh bien, de considérer que dans une règle de mise en forme conditionnelle, le critère est implicite. Ici, eh bien, nous allons ajouter le critère à satisfaire avant la parenthèse fermante. Est-ce que ce résultat vaut 0 ? Donc sur le résultat de la fonction SUMPROD, puisqu'il est implicite dans un format dynamique. Il agit comme une double négation, ce égale 0, et indique qu'aucun espace ou accent n'a été détecté, donc c'est l'inverse de notre règle précédente. Désormais, eh bien, je peux me permettre de reprélever l'ensemble de la syntaxe, bien entendu, sans l'apostrophe en préfixe, de revenir sur la cellule E15, d'activer la validation des données, et puis, ma foi, de remplacer cette fois l'intégralité de la syntaxe que nous pouvons supprimer, coller notre règle que nous avons temporairement fixée dans une cellule, bien sûr, et puis la valider en cliquant sur le bouton OK, notre boîte de dialogue. Vous remarquez qu'une alerte apparaît, mais nous allons forcer le passage néanmoins, notre formule est absolument, on va dire, différente dans la philosophie de celle que nous exploitions jusqu'alors. Alors qu'en est-il désormais si nous tapons un mail non conforme sans point, sans arrobas? Fort logiquement, eh bien, ce mail est refusé, de plus, sa longueur n'est pas suffisante. Qu'en est-il si nous tapions une longueur un peu plus importante, mais qu'il manque eh bien, le symbole de l'arrobas à validation, une fois encore, nous sommes refusés. Qu'en est-il cette fois-ci si nous tapons vraisemblablement une adresse mail eh bien, qui est conforme, stéphane.noix@sti.fr, mais qui propose un accent? Comme vous le remarquez, malgré la présence du point, de l'arrobas et d'une longueur suffisante, notre mail est jugé non conforme car le caractère latin est bien décelé dans cette cellule. En revanche, si nous corrigeons cette saisie, puisque nous avons compris quelle était l'erreur que nous avions commise, par exemple, Stéphane, donc sans accent, .noix@sti.fr, à validation, cette fois, eh bien, il n'y a plus aucun souci, le contrôle est parfaitement établi, aucun accent n'est décelé, la forme de l'adresse est jugée conforme, et donc la saisie est autorisée. Pour terminer et renforcer encore le contrôle de validité sur les champs du formulaire Excel, je vous propose d'ajouter une astuce intéressante. Elle consiste à imposer la saisie en majuscule, et pour cela, le champ du nom dans ce formulaire semble tout à fait dédié pour la mise en œuvre. Comme vous le savez, Excel considère que deux cellules identiques à partir du moment où elles sont écrites strictement à l'identique, et ce, quelle que soit la casse majuscule ou minuscule. Par contre, si nous exploitons la fonction exacte dans la comparaison, Excel relèvera cette différence, et donc nous allons l'utiliser dans le contrôle de validité pour le champ du nom de famille plus précisément. Je vous invite donc à sélectionner sa cellule, la cellule C9, et puis à revenir dans le ruban données pour enclencher notre validation des données en cliquant sur son bouton, et puis avec la liste déroulante, car la règle était vraiment très légère à ce stade, nous allons choisir cette fois-ci de bâtir une règle personnalisée, et je vous propose ensuite de cliquer dans la zone formule pour pouvoir bâtir la syntaxe de cette règle.
qui va recouper deux critères grâce à la fonction et. Tout d'abord, un contrôle de saisie sur la longueur avec la fonction nbchar, comme vous le savez, elle compte les caractères d'une cellule. Cette cellule, c'est la cellule C9, nous pouvons la cliquer, mais il faudrait la défiger ou encore saisir ses coordonnées. Est-ce que son contenu est au moins supérieur à 3 caractères? Pour un nom, ça semble à peu près logique. Et en même temps que la saisie est bien réalisée en majuscule, et pour cela, nous allons donc exploiter notre fonction exacte, comme nous le disions, qui attend deux paramètres. En premier, la première cellule à comparer avec la deuxième, en deuxième paramètre. L'objectif est de dire est-ce que cette saisie est bien identique à la même saisie mais en majuscule. Donc, sur notre cellule C9, est-ce qu'il s'agit bien du même contenu mais en majuscule grâce à notre fonction majuscule à laquelle nous lui repassons notre fonction, notre cellule C9. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction majuscule, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction exacte et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction et. Donc, ensuite, nous pouvons aussi valider la création de la règle par le bouton OK, et puis je vous propose de saisir effectivement le nom en minuscule, comme Noix par exemple, que nous validons avec la touche entrée du clavier. Alors, un nom doit proposer plus de 3 caractères, nous n'avons pas adapté le message, vous savez, une des formations précédentes l'avait démontré, c'est dans cette même boîte de dialogue avec les onglets. Il s'agirait donc d'inscrire la mention où a été saisie en minuscule. En revanche, désormais, si nous tapons le même nom, mais cette fois-ci en majuscule, et que nous validons, vous voyez que, cette fois-ci, la fonction Excel exact fait son travail, la correspondance est trouvée pour la saisie en majuscule, elle est cette fois acceptée. Voilà donc pour ces démonstrations consistant à déceler la présence des accents dans une cellule ou encore imposer la saisie en majuscule. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.